Alors, Massimo est parti parce qu'il devait partir à 6 heures. Alors, oui, non, mais il a un avion aussi. Il me l'avait dit, hein. Il me l'avait dit. On aura Yann. Je m'excuserai auprès de lui, là, je suis désolée. Alors, moi, je vais dire quelques mots, et puis Yann, je propose que tu réagisses, d'accord? Alors, moi, je vais aller vite sur les conclusions, hein, parce que vous les enverrez. Mais d'abord, je suis contente du colloque, parce que vous avez été là en permanence du début jusqu'à la fin, plus nombreux que l'année dernière, et on a eu 200 inscrits. Je ne sais pas combien ont suivi par Zoom, mais en tout cas, voilà. Il y a eu beaucoup de chats, par contre. Hein. J'ai vu la liste des chats, mais on n'a pas pu, évidemment, leur répondre. Hein, impossible. Et on a fait ce colloque dans un contexte inédit, évidemment, qui est plein de risques. Il ne faut pas les sous-estimer. Je crois que l'intervention de Philippe ce matin a mis l'accent là-dessus, mais plein d'opportunités aussi, et qu'il ne faudrait pas sous-estimer non plus. Hein. Il faut profiter de cette période. Donc, on a une crise globale macroéconomique, ça c'est sûr, et qui est de très grande ampleur, et il ne faut pas la sous-estimer, et il ne faut surtout pas attendre qu'elle passe toute seule. Hein, ça, j'insiste, hein, ça a été encore rappelé par Franck, les crises, quand elles passent toutes seules, elles peuvent faire des dégâts, hein, si on ne prend pas les bonnes mesures pour les dépasser. Et on a une responsabilité historique, j'insiste aussi là-dessus. D'abord pour la comprendre, hein, parce que la crise, elle n'est pas seulement exogène. Alors, j'insiste aussi énormément là-dessus. Elle est en nous-mêmes, la crise. Elle est chez nous. On porte une part de responsabilité. Alors, Yann, encore une fois, pas la Commission, nous tous. Voilà, la Commission, les États, l'Europe et ses États. Et les États et leurs sociétés. Hein, excusez-moi de rajouter les sociétés. Parce que nous, on fait partie de la société civile, Marc. Mais il n'y a pas que des gentils dans la société civile. Il y a des nuisibles. Les Verts, ils ne sont pas quand même terribles, non? Alors, et puis en plus, ils ont tiré nos États en arrière. C'est eux qui ont tiré les États en arrière. Donc, et les États qui ont laissé faire. Parce qu'ils ne sont pas battus, ils ne sont pas passés à l'offensive, parce qu'ils étaient sur la défensive, sous la pression. On a eu les accidents, n'oublions jamais. Avec Fukushima, quand même, ça a marqué les esprits. Même, après, on peut dire, c'est pas Fukushima qui est le problème. Enfin, c'est pas le nucléaire le problème. Enfin, quand même, il y avait des risques. Et puis, on s'est aperçu que les entreprises japonaises, c'est pareil, il y avait des problèmes. Il fallait retester. Enfin, et d'ailleurs, on a bien fait. Hein, on a fait le stress test. Ça a été vite, là, par contre. Hein. Là, on a bien réagi. Mais enfin... Bon, et il faut, par contre, alors je vous propose comme première solution, évaluer nos politiques et les choix qu'on a faits. Évaluer, Yann, si tu sors avec une proposition de création, d'évaluation, d'une agence d'évaluation, je t'en serai reconnaissante toute ma vie, qui me reste, toute ma vie qui me reste. Et de ce point de vue concernant l'énergie, on le redit à Nicolas, à Massimo, à Yann, à tout le monde, le marché d'électricité a été mal bâti. Voilà, il est bancal, il manque de la solidarité là-dessus, et on a eu une dépendance extérieure au gaz massive. Et ça s'est ajouté à tout ça, aux propositions, évidemment, de la Commission européenne. Alors, tu nous as dit, parce que c'était toi qui nous l'as dit, ça tombe bien, tu nous as dit, oui, mais nous, les propositions qu'on a faites, les objectifs, on les a définis à partir des plans nationaux des États. Alors, j'ai quand même été un petit peu voir depuis tout à l'heure. Eh ben non. Eh ben non, parce que 80% d'ENR, comme objectif, hein, on est bien d'accord, ce n'est pas un choix imposé, c'est le choix allemand à imposer à tous. La Belgique ne demande pas 80% d'ENR, la France, pas du tout. On est monté à 40 péniblement et c'est le maximum qu'on pourra faire, entre parenthèses. La Pologne ne demande pas 80% de NR. Elle n'a pas d'eau, elle n'a pas de vent, elle n'a pas de soleil, la pauvre. Elle n'a rien. Elle a les hommes, elle a les Polonais, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, mais, donc, et pas la République tchèque. On en a parlé à midi avec Susanna. La République tchèque n'a pas demandé 80% de NR dans son mix énergétique. Donc, qui a demandé, pour faire 80%, ça veut dire qu'il y en a qui demandent moins, mais il y en a qui demandent plus. Donc, ça voudrait dire qu'il y en a qui demandent 100%, quoi, pour arriver à 80%. Donc, non, c'est pas vrai. Et pourtant, on les a subventionnés, en veux-tu, en voilà.
Et même si les États, en admettant que ce soit les États qui l'aient proposé, Yann, tu ne crois pas que ça aurait été le rôle de la Commission de les mettre en garde sur les effets pervers de leur choix? Parce que si la Commission, elle n'aide pas les États à prendre les bonnes décisions, bah, à quoi qu'elle sert? Au bout d'un moment, moi, je suis directe, mais à quoi elle sert? Donc, il faut expliquer les effets pervers de tel choix. On les connaît. L'Allemagne, elle a dépensé 535 milliards, elle a fermé, enfin, elle a restructuré RW2 et Vattenfall, elle a fait de la précarité énergétique, et en plus, elle a pollué plus que les autres, et elle a émis plus de gaz à effet de serre. Et quand ça ne marchait pas, elle a appelé le nucléaire, parce qu'elle n'en veut pas chez elle, mais elle veut bien qu'on lui en vende un peu. Mais quand il n'y avait pas assez de nucléaire, gaz, 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 gaz. Et elle voulait nous l'imposer avec le Nord Stream 1, le Nord Stream 2 et tutti quanti. Et comme il n'y en a plus maintenant, parce que les Russes, ils ont fermé le robinet ou ils ont fait exploser leur truc, alors on achète le GNL. C'est sérieux, ça? Ça va pas, ça va pas. Ça c'est pas une bonne politique. J'insiste aujourd'hui. Alors que faire? Les mesures d'urgence et les réformes, il faut les articuler. Il faut vraiment les articuler. Il n'y a pas ce que nous a dit tout à l'heure Christophe. Les mesures d'urgence parce qu'on est dans l'urgence. Non, l'urgence, c'est de réformer le marché. Alors il faut inscrire les mesures pour sauver les gens, les pauvres gens, etc., ou les entreprises, dans cette réforme-là. Voilà ce qu'il faut faire. C'est très difficile. Je reconnais que c'est très difficile. Mais c'est ça qu'il faut mettre. Et il faut unir nos sociétés autour de cette réforme dans un monde qui se fracture ou qui se reforme en bloc. Ça a été dit aussi aujourd'hui. On aura d'un côté l'Occident, alors en plus, sous l'égide américaine, hein, ce n'est pas l'Europe qui va dominer les États-Unis. Hein. On va se faire encore dominer par les Américains. Non, moi j'adore les États-Unis, j'adore les Américains, mais je ne veux pas que Biden me domine. Le gouvernement, il n'est pas bon, et il est dangereux aujourd'hui. Donc, parmi les solutions, on l'a dit, le nucléaire. Alors ce matin, quand même, il fallait écouter Grossi, hein. Le nucléaire, ce héros méconnu. Oh, formidable, on l'aurait embrassé sur les deux joues presque. Hein. Et non, mais franchement, hein, et pourtant il n'a pas sous-estimé les risques et les avantages, mais il nous a dit, il faut éduquer, il faut s'approprier, il faut mobiliser. Enfin, moi j'ai entendu ça, c'est pas vous, mais pour faire ça, il faut assumer le choix de société du nucléaire. Et voilà, et c'est là que ça pêche. Mais en plus, je suis sûre que tu es d'accord avec moi, c'est ça qui est triste, quoi. On est d'accord, et les Tchèques, en plus, quand je vois comment ils sont offensifs, toi tu viens de ce pays-là, eh ben, il faut absolument les convaincre, et convaincre la Commission qu'on peut assumer un choix de société ensemble, l'Union européenne tout entière. Alors, quelques propositions pour finir, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, on les détaillera plus tard. On a dit agence d'évaluation. 2, on a dit un pacte de solidarité. Je reviendrai parce qu'on s'est mal fait comprendre avec Christophe Grudler. Alors, il est d'accord pour prendre cette proposition à bras-le-corps et la faire avancer au niveau du Parlement, mais ce n'est pas seulement des coopérations renforcées, un pacte de solidarité. Hein. C'est beaucoup plus que ça. Hein. On est solidaire de pays qui n'ont pas les mêmes atouts, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même richesse, etc. Hein. C'est beaucoup plus compliqué. Hein. Voilà. 3, réformer le marché avec une nouvelle régulation et personne n'a répondu sur le SIEG. Est-ce qu'on fait ou pas du nucléaire un service d'intérêt général européen? Vous allez dire que je suis têtue, mais oui, c'est un peu ma spécialité, on va le dire. Voilà. 4, le financement, ça a été dit, il y a plein de modèles en cours. Là, par contre, il y a une analyse de la Commission. Merci Nicolas, il est parti. Mais ce n'est pas seulement parce que les projets sont mal ficelés que c'est si long. Hein. La technocratie et la bureaucratie étatique et européenne... C'est long. D'ailleurs, il nous l'a dit, lui, il ne va plus parce qu'il faut remplir des papiers comme ça, longs comme le bras, avant d'être reçu déjà. Alors, voilà. Et puis, 5e, est-ce que le nucléaire est un bien public? Est-ce que ça répond à l'intérêt général? Si oui, alors on redéfinit les missions d'Euratom. Et c'est ça la réforme d'Euratom. Ce n'est pas le vote à la majorité qualifiée ou bien la consultation du Parlement européen qui va nous faire perdre encore beaucoup plus de temps. Non, sur la base d'un choix de société, on définit les missions Euratom. C'est ça qui a été fait en 1958. C'est ça qui n'est plus fait, parce que les missions en 1958, c'était prospérité et industrialisation de l'Europe. C'était ça la mission du nucléaire. Eh bien, enfin, promotion du nucléaire pour faire ça. Aujourd'hui, la mission d'Euratom, c'est... sécurité, enfin, sûreté nucléaire, toujours plus, toujours plus, toujours plus. À force, la sûreté tue la sûreté. Et puis, 2, contrôle.
Voilà, c'est ça la mission d'Euratom. Et en plus, sous la pression des Autrichiens, des Allemands, des Luxembourgeois, qui n'en veulent pas. Alors, ça ne fait pas bien. Hein. Sixièmement, la jeunesse, ça a été dit, je n'insiste pas. J'invite quelqu'un à prendre à bras-le-corps le sujet et d'organiser des entretiens européens sur les enjeux de la formation et des compétences. Voilà. Et puis, septièmement, oui, il faut planifier nos investissements et en même temps les décentraliser. Il faut faire les deux. Il faut travailler avec les territoires, mais dans le cadre d'une planification, pourquoi pas européenne, en accord avec les États qui veulent. Et là, oui, des agences locales en synergie avec une agence européenne qui pourrait effectivement évaluer, programmer et demain mettre en œuvre avec les sociétés et trouver les acteurs. Et les sociétés, ce n'est pas le conseil que nous a servi Emmanuel Macron la dernière fois en disant ça va ressembler au Conseil national de la résistance. Alors il a mis un conseil en place avec des gens qui n'y connaissent rien. Parce qu'on choisit les citoyens, on les comment on dit? Tirage au sort. Vous vous rendez compte, pour pondre la politique énergétique de la France, on va tirer des citoyens au sort, mais s'ils n'y connaissent rien, il faut proposer aux experts de la société, il faut donner les moyens à la société d'avoir des experts, et il faut travailler avec les experts de la société, pas seulement les experts du gouvernement, qui sortent de l'ENA, qui plus est, qui connaissent rien à l'industrie, souvent. Donc, voilà, j'exagère. Mais toi, tu es pire que moi, parce qu'un jour, tu as dit que nos ministres étaient analphabètes. Alors, moi, je ne dis pas ça. Je dis qu'ils ne connaissent pas l'industrie, ce qui est vrai, hein, souvent. Donc, voilà ce que nous proposons. Alors, on va le rédiger, toutes ces recommandations, Yann, et puis je te pose ma dernière question. On va les soumettre à la présidence tchèque, hein, parce que tu as compris qu'on avait un petit faible pour elle, mais on voudrait aussi les discuter à l'ENEF. L'ENEF, c'est le Forum nucléaire européen. Il se réunit les 10 et 11 novembre. Tu m'as promis qu'on les mettrait à l'ordre du jour de l'ENEF. Eh bien, je te demande si oui ou non, on va les mettre à l'ordre du jour de la conférence de l'ENEF. Et si tu es d'accord, je suis prête à animer une table ronde là-dessus à l'ENEF. Voilà, c'est à toi. Merci, merci. So first of all, I think... Alors, c'est une discussion essentielle et je remercie beaucoup Claude personnellement, mais également toute l'équipe et tout le concept des entretiens européens pour 2 décennies d'entretiens européens. Et c'est la dernière année, donc il est important de reconnaître l'héritage et l'accomplissement des entretiens et l'importance que ça a joué dans le débat public. Il est clair qu'au fil des 20 ans, on s'est retrouvé dans des situations différentes, que ce soit la situation en Europe, mais également la situation de l'énergie nucléaire. Et c'est probablement clair également que ces 20 dernières années, peut-être que celle-ci est la plus difficile, ou la plus critique. Et par conséquent, je crois que vous avez raison de sonner l'alarme, d'appeler à un débat en profondeur, d'appeler à l'accélération des discussions, mais également d'appeler à un questionnement honnête de ce qui est déjà établi. On est dans une crise sans précédent et on ne peut pas faire semblant de continuer comme on a toujours fait. Je crois qu'il est également clair que on fait face à une crise qu'on ne pourra pas surmonter ou dont on ne pourra pas sortir sans dommage si on ne reste pas ensemble, s'il n'y a pas de solidarité, s'il n'y a pas de sens d'un but commun et de volonté d'action commune. Je crois que les discussions comme celle-ci peuvent certainement aider dans ce problème. Et vous savez, le nucléaire étant un débat très sensible qui suscite toujours des émotions très vives, il faut s'assurer qu'en temps de crise, qu'on ne fait pas de raccourcis
et qu'on ne cherche pas des solutions faciles dans un problème qui est très important, comme les énergies à bas carbone qui seront très importantes dans le mix énergétique à venir. Donc à ce propos, je crois qu'un certain nombre des discussions ici, des solutions proposées, un certain nombre de propositions sont les bienvenues et par exemple, on peut se mettre d'accord sur le fait de devoir conserver les talents et de s'assurer que on a bien une continuité intergénérationnelle pour que les jeunes générations puissent adopter l'objectif de choisir des carrières professionnelles dans le nucléaire, si bien sûr, s'ils sont intéressés. Parce qu'on aura besoin à l'avenir d'ingénieurs de qualité, de techniciens compétents, comme c'était le cas dans les 50 dernières années. Sinon, quel que soit le type d'énergie, de part du nucléaire dans l'énergie, on n'y arrivera pas. Et je crois que vous avez raison aussi. Le moment est venu de se poser la question, une question honnête et qui n'est pas très facile sur le modèle de marché actuel. Comment on envoie le signal de prix maintenant? Je crois qu'on a bien parlé des signaux de prix et je crois que le mécanisme du calcul de prix sur le marché actuel n'est pas bon. Et la présidente a dit, et la commission a dit que c'est quelque chose qu'il faut revoir. Et dans le nucléaire, il est clair que c'est un question important, une opportunité importante de voir dans la constitution du marché, d'envoyer des signaux à long terme pour des développements futurs sur le marché. Le nucléaire a besoin de perspectives à long terme et de reconnaître les investissements très élevés qu'il faut faire dès le départ. Il est clair et on comprend qu'il faut avoir cette discussion et c'est aligné avec ce que la Commission a dit qu'il fallait faire. Et je crois que c'est reconnu également par les États membres. J'ai entendu clairement que le Conseil était réceptif et demandait à la Commission de se pencher sur le modèle de marché actuel. Également, est-ce que l'environnement de marché actuel est lié aux technologies justes ou équitables? Il faut s'assurer que les technologies bas carbone puissent amener à la décarbonation et en même temps, il faut créer les motivations pour garantir la bonne adéquation de l'énergie. Parce que le système est basé sur un haut niveau de renouvelable pour l'instant. Donc je crois que tout ça est bien compris. J'ai pris note de votre déception, que personne n'avait repris la question de la service d'intérêt commun. Je me rappelle que vous l'aviez dit, il avait un an. Je sais que c'est un peu votre combat. Donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas si le SGI, c'est la réponse à nos questions sur le marché, le modèle de marché. Il faut voir. Peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas, et je ne voudrais pas envier quiconque aura la boule de cristal pour dire ah le SGI c'est le moyen de sauver le marché. Je ne sais pas. You are also right. Et vous avez raison aussi de poser la question de est-ce que le traité Euratom est encore le bon cadre juridique? Est-ce que c'est suffisant? Mais en même temps, je crois qu'il faut respecter les réalités politiques. Nous sommes dans une situation où, en Europe, il n'y a pas de consensus sur l'avantage ou le désavantage du nucléaire. Et vous avez mentionné NF. On a essayé de faire en sorte que le NF de cette année soit aussi interactif que possible. On a écouté les critiques qui sont venues du passé dans la société civile en disant que ceci a été une communication trop dans un seul sens, et il faut avoir un débat interactif, donc on va essayer de le changer et faire en sorte que ce soit plus interactif. Et justement parce que je crois qu'il faut être conscient qu'il n'y a pas de point de vue unique sur la question du nucléaire en Europe et qu'on ne peut pas continuer à organiser des événements où on essaie soit
d'adopter un côté de l'histoire ou réunir les deux camps et supposer qu'il y en a un qui convaincra l'autre. Ça n'arrivera pas. Je crois qu'il faut avoir un point de vue pratique, dire qu'on a une situation de division. Et je vous conseillerais également, dans ces conclusions, il faut que ce soit reflété. Il y a des choses qui sont très bien pour certains. Peut-être que tout le monde dans cette salle serait d'accord avec eux, mais ça n'est pas la réalité dans l'ensemble de l'Europe. Il n'y aura pas un point de vue unique sur la question. To raise Tu as également eu raison d'aborder la question des obstacles réglementaires qui se lèvent sur notre chemin. Je parle d'obstacles réglementaires et non pas uniquement des obstacles en termes de financement et d'investissement. Et puis, il y a évidemment la sempiternelle question des standards et l'harmonisation de ces standards qui prolonge l'harmonisation. Et puis, la question des permis de planification. Donc, ce sont toutes des choses dont il faut absolument parler. Et je trouve que tu as également tout à fait raison de demander et d'appeler à un débat démocratique sur ces différentes questions. Mais ici, et j'en viens au volet le plus critique de mes conclusions. J'annonce la couleur directement. Pour cela, il faut un respect mutuel. Pour avoir un débat démocratique, il faut être ouvert d'esprit. Il ne faut pas avoir de préjugés. Et j'ai l'impression que certaines des conclusions et certaines des suggestions qui ont été formulées par tes soins, eh bien, je dirais que ce n'est que mon opinion, mais cela ne semble pas se conformer à ce principe. Parce qu'on ne peut pas avoir un débat où on essaye, de pointer un doigt accusateur vers tel ou tel État membre et dire que tel État membre essaye d'imposer ses choix sur d'autres États membres. Non. Ça, désolé, ce n'est pas l'Europe. Je crois que de toute façon, cela ne repose sur aucun élément probant. Et au final, je crois que de par le passé, on a été fiers d'apporter notre soutien. Je crois que personne de toute façon ne pourra faire objection à cela. Dans la Commission, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous ne voulons pas prendre parti par rapport à ce débat sur le nucléaire. Ce n'est pas que nous voulons œuvrer à la promotion du nucléaire, ce n'est pas que nous voulons décourager les gens du nucléaire. Il faut que les gens qui font le choix du nucléaire puissent le faire d'une manière qui permette à ces citoyens européens, à ces entreprises de bénéficier directement de cette énergie nucléaire ou du moins que cela ne les mette pas dans une situation défavorisée. C'est vrai pour les aides d'État, c'est vrai pour la DG Comp, c'est vrai également pour les différentes interventions sur le marché qui pourraient, me semble-t-il, léser l'intérêt public. Et c'est ce que nous faisons également à notre humble niveau. Je dirais qu'il y a deux choses qui m'ont frappé, mais qui ne m'ont pas frappé de manière positive dans les discussions que nous avons eues aujourd'hui. Tout d'abord, je crois que la majorité des interventions me semblait avoir le mauvais ennemi dans le collimateur. J'ai eu l'impression qu'il y avait des suggestions aujourd'hui qui ont été faites comme quoi le nucléaire s'oppose aux renouvelables. Je tiens à réfuter cela vivement. Comme la Commission l'a dit, la décarbonisation, si nous voulons que ces efforts soient couronnés de succès et si l'on veut arriver à réaliser cet objectif qui a été donné pour 2050, eh bien, on aura besoin d'un mix des deux. Cela se trouve reflété dans le système 95, 80 pour les renouvelables et 15 pour le nucléaire. De toute façon, il ne faut pas voir cela comme étant une imposition de quelque nature que ce soit. C'est le résultat d'une analyse conjointe portant sur ce que les États membres comptent faire à titre individuel pour satisfaire les objectifs qui ont été collectivement approuvés par rapport à ce qu'il nous faut réaliser d'ici à 2050. Certains veulent opter pour le nucléaire pour y parvenir, d'autres sans, mais une fois qu'on fera nos calculs, eh bien,
bien, on arrivera à 80 de renouvelables et 15 de nucléaire. C'est là le résultat des décisions des États membres, étant donné les prérogatives qui sont les leurs au regard du traité par rapport à cet objectif collectif qui a été établi en matière de décarbonisation. Je crois que essayer d'opposer les tenants du nucléaire et les tenants du renouvelable n'est très certainement pas la chose à faire. Il y a un chiffre. Bon, il y a beaucoup de chiffres qui ont été mentionnés. C'est important en effet de parler chiffres. Il y a un chiffre dont on n'a pas parlé aujourd'hui et j'aimerais l'ajouter au débat. 3000 TWh de chaleur ou 3000 TWh d'électricité, c'est ce dont on a besoin pour le chauffage en Europe. Pour arriver à zéro carbone d'ici à 2050, il faut tout décarboniser. 3000 TWh, ça fait 30 Belgiques. Vous avez entendu l'ONG belge qui s'appelle 100 TWh parce que c'est ce qui consomme sur une base annuelle. Donc, ça fait 30 fois la Belgique. Il y a de l'espace, hein. Il y a de l'espace dans ces 3000 pour les centrales nucléaires et pour les énergies renouvelables. Tout le monde a sa place, sans oublier l'hydrogène également. Et donc, ne divisons pas les différentes sources qui doivent travailler ensemble, main dans la main, pour nous mener sur le chemin de la décarbonisation. Et enfin, j'ai eu l'impression que nos discussions d'aujourd'hui étaient empreintes de nostalgie pour les années 70 et les années 80. En effet, je comprends parce que ce sont les années de ma jeunesse, ce sont les années dorées de mon enfance et de mon adolescence. C'était fantastique à l'époque. Mes parents m'aimaient, me soutenaient, mes grands-parents me chouchoutaient. Mais maintenant, on est en 2022. Et j'ai maintenant des enfants à moi, mes propres enfants, et je dois jouer le rôle que mes parents jouaient envers moi. J'ai encore mes parents, évidemment, et je dois m'occuper d'eux aussi bien qu'ils se sont occupés de moi. La vie a changé. Il n'y a pas de place pour la nostalgie. La nostalgie, c'est le nom d'une station de radio. Oui, mais ce n'est pas ce sur quoi devrait reposer le discours politique. Il faut avoir un discours, en effet, sur le nucléaire tel que nous l'envisageons pour le 21e siècle. Il ne faut pas revenir sur le passé. Voilà les deux choses dont je voulais vous parler. Et puis, il y a d'autres éléments de ci, de là. On a parlé de la coopération renforcée. Et je crois que dans le traité Euratom, on ne parle pas de coopération structurée approfondie. Je crois qu'il faut respecter les limites aussi bien juridiques que politiques. Et je crois que je vais m'en tenir là parce que je suis sûre, Claude, que tu as dû être tellement provoqué parce que j'ai dit que tu ne pourras pas résister à la tentation de réagir. Je connais bien maintenant, hein, Yann. Non, mais... Et alors, quand même, trois mots quand même, parce que, d'abord, je commencerai par la fin. Nostalgique, pas du tout. Et d'ailleurs, on me le reproche très souvent. Je ne suis pas une nostalgique du passé, je ne suis pas une femme du passé, je suis plutôt une femme du futur, de l'avenir. On m'a dit que j'étais un peu trop à l'avant-garde, trop souvent. Et avoir raison avant les autres, c'est pas bon, parce qu'on ne se fait jamais entendre. Alors j'espère qu'encore aujourd'hui, on aura dit des choses qui, dans 20 ans peut-être, on se dira, tiens, on les avait écrites déjà il y a 20 ans. Hein. Mais non, pas nostalgique du tout, du tout. Et toi, tu as des enfants, et des petits-enfants, c'est ça? Non, alors moi j'ai des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Je suis une arrière-grand-mère et j'en ai 16, et en plus de tous les continents. Donc je suis une femme qui a envie de construire l'avenir. Alors avec le nucléaire, pourquoi? Je ne fais pas que ça dans la vie, hein, je te rassure, mais le nucléaire parce que c'est une technologie extraordinaire. Avec un atome comme ça, tu peux transformer la Terre entière pour le pire comme pour le bien, parce qu'on a fait la bombe.
je ne l'oublie pas, je suis contre. Mais je suis pour le nucléaire civil. Dans l'énergie, on a sauvé des millions de vies grâce à l'énergie. On a sauvé des millions de vies grâce à la santé, et la radiologie et les isotopes. Et on va dans le spatial. Et demain, quand on voudra fuir la Terre qui s'enflamme sous les laves des volcans ou autre, enfin, ou qui s'asphyxie, on voudra partir dans Mars, ce sera avec le nucléaire. Hein. On va pas y aller avec le solaire ou avec le vent. Hein, ça suffira pas. Hein. Non. Alors, bon, donc c'est pour te dire que non, je ne suis pas nostalgique du tout. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le débat démocratique, je regrette, mais aujourd'hui on l'a eu. Le débat démocratique, c'est pas pour ou contre. Hein. Excuse-moi, Yann, j'insiste. Le débat pour ou contre, ça fait 30 ans que ça nous plombe et qu'on n'arrive pas à avancer et à prendre des décisions à cause de ça. Parce qu'on veut respecter ceux qui sont contre, et puis ceux qui sont pour, on leur dit bah, respectez un peu ceux qui sont contre. Mais on ne dit jamais à ceux qui sont contre, respectez ceux qui sont pour. Alors déjà, c'est déjà surprenant comme réaction. Mais surtout, c'est de travailler avec les entreprises, les territoires, les formateurs, les jeunes, les moins jeunes, les experts, les juristes, les économistes. Ça, c'est de la démocratie. On met des compétences et des expertises en tas et on essaye de réfléchir à un projet. Alors, moi, je l'ai fait, le débat démocratique pour ou contre. Puis au bout d'un moment, je me suis ennuyée, je te jure, Yann. Parce qu'on n'avance pas d'un pouce. Et en plus, je les ai eus, les antinucléaires. D'ailleurs, Massimo était très surpris. J'avais tous les gens de Bure, un jour de colloque sur la gestion des déchets nucléaires. Ils étaient dans la salle. Alors, il m'a dit, ah, bah, tiens, tu as invité les antinucléaires. Mais je lui ai dit, mais je les connais par cœur. C'est des gens du CLI de Bar-le-Duc, je suis de Bar-le-Duc. Ils m'ont même invité à la préfecture, j'y suis allée, j'ai discuté avec eux, et puis quoi? Ils étaient contre. Alors, ils sont contre les déchets, et donc, pourquoi? Ils disent, on ne veut pas les gérer, parce qu'on est contre le nucléaire. Ah ben oui, mais mon ami, que tu sois contre ou pour le nucléaire, il faut gérer nos déchets, hein, notre génération. Parce qu'ils sont là, et puis quand tu appuies sur le bouton, ça marche, sa lumière, tu ne remets pas en cause, tu ne viens pas avec la bougie. Donc j'ai fait dans le facile, tu vas me dire. Mais enfin, il a fallu quand même un petit peu s'expliquer. Alors non, je n'ai pas de préjugés, j'ai des convictions. Pas la même chose. Et je peux te dire que les convictions, elles se sont forgées depuis 20 ans, dans l'expérience, dans l'échange, dans les débats. Je l'ai dit, c'est le 20e colloque, mais c'est la 100e conférence. Au moins. Avec toi, avec d'autres. Et puis, pas seulement entre nous, les petits Français. Hein. Je me suis déplacée à Budapest, à Varsovie, à Helsinki, et partout. Donc, non, même en Afrique. Et je suis invitée au Kenya, là, pour parler du nucléaire. Je ne vais pas y aller parce que j'ai une soirée sur la Colombie, le jour-là. Donc, pour te dire, non, notre expérience qui me fait avoir des convictions. Et notre analyse, elle a reposé, tu as entendu Philippe et nos amis ici, sur un énorme travail économique, d'économie. On s'est pris l'économie à bras-le-corps, c'est le titre d'un livre. On s'est pris... Moi, je ne suis pas économiste. Je suis devenue parce que je m'y suis intéressée. Je ne suis pas ingénieure. Je m'intéresse à la technique nucléaire parce que ça fait partie de nos sujets. Mais je suis une femme de la société civile qui m'intéresse à tous les sujets. Et en plus, on a eu des débats extrêmement intéressants. Et on s'y investi. Le pire, c'est qu'on n'a pas fait que de débattre. On a été élu au Parlement européen, on a été élu dans nos régions, on a fait, il a été soutien de la commission, enfin pas soutien, mais comment on dit, conseiller de la commission, la DG concurrence justement, enfin DG marché intérieur. Et c'est un grand ami à Olivier Guersan, tiens, il prend le petit déjeuner demain matin encore avec lui, pas pour le convaincre, mais pour échanger, pour savoir où on en est, comment on peut avancer ensemble. L'idée, mon cher Yann, on n'est pas contre la commission, je te le redis parce qu'il faut que tu le saches. Tes alliés, Yann, si tu veux réussir la réforme du marché, c'est nous. Je te le dis, tes alliés, c'est nous. Tes ennemis, ils sont au sein de la Commission, quelquefois. Alors, haro contre l'Allemagne ou haro contre quelques pays, c'est pas parce qu'on n'aime pas les Allemands. On s'est réconcilié avec eux, on aime les Allemands. Moi, je m'appelle Fischer. Et puis, on aime les pays de l'Est, je m'appelle Herzog, un croate. Il est croate, Philippe. Non, c'est que... on regarde ce qu'ils font, et puis on a quand même le droit d'avoir un avis sur les politiques qu'ils sont en train de mener. Quand elles nous mènent dans le mur, on a quand même le droit de le dire. C'est même notre devoir. Attends, excuse-moi, c'est notre devoir de le dire. Parce qu'une fois qu'on est dans le mur, c'est fini, c'est trop tard. Hein, on est handicapé pour la vie après, quand on n'est pas mort. Donc, non.
je ne suis pas d'accord, effectivement. J'aime bien quand on se provoque comme ça, mais je te dis que non, la démocratie, c'est d'organiser ensemble, ou c'est de prévoir ensemble les politiques publiques qu'il faut développer. Voilà. C'est pas de dire, ah bah tiens, t'es pas d'accord, alors je vais t'inviter. Non, t'es pas d'accord, mais t'as des idées, alors oui, je vais t'inviter. Mais si t'es pas d'accord et que t'as pas d'idées, au bout d'un moment, il faut travailler pour ça. La démocratie, c'est une exigence d'effort et de travail, d'information, de s'emparer des enjeux économiques, de droit aussi, puisque notre Europe est quand même bâtie sur le droit, donc il faut le connaître, c'est d'investir les institutions, ce qu'on a fait pour les connaître de l'intérieur. Donc voilà, et puis rester quand même avec son indépendance d'esprit et son idée, et c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec la Commission que je suis contre la Commission. Et puis j'ai le droit, en plus, de ne pas l'être. Tu devrais être content parce que, ah ben voilà, c'est ça la démocratie. Tu devrais dire, Claude, elle n'est pas d'accord avec moi, donc je l'invite. Voilà. Voilà, ben écoutez, je vous propose qu'on en arrête là pour aujourd'hui. On va se retrouver quand même bientôt. En tout cas, je veux te remercier. Je veux remercier Massimo. Je veux remercier le soutien de la Commission parce que ce colloque, il peut exister aussi grâce à la Commission. Il est soutenu par la Commission. Et pas seulement, mais aussi. Et sans elle, il n'aurait pas eu cette belle organisation, on n'aurait pas pu le faire en salle ni à Bruxelles. Donc je te remercie beaucoup, Yann. Et puis on va sortir maintenant les actes et nos recommandations quand même qu'on va envoyer parce qu'on est convaincu qu'effectivement il mérite d'être connu. Et puis le débat continuera, hein, avec ou sans moi. Hein. Bonne soirée à tous et à bientôt.